Musique, Frédéric Huttman. Bonjour, Frédéric Huttman au micro. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, entretien par téléphone avec les trois membres du trio Zerline. Alice Zimanski, bonjour. Bonjour. Estelle Gorin-Chasse, bonjour. Bonjour. Johanna Holman, bonjour. Bonjour. Alors quand on dit trio, alors la formation qui s'impose en général c'est piano, violon, violoncelle, voire violon, alto, violoncelle. Vous êtes respectivement flûtiste, altiste et harpiste. C'est la formation qu'on évoque habituellement pour le célèbre trio de Debussy, cette sonate de Debussy qui était sa deuxième sonate, qui devait faire partie d'un cycle de 6 sonates, et c'est malheureusement arrêté à 3. Et comment l'idée est venue de constituer ce trio pour cette formation qui est quand même peu habituelle? Oui, c'est évidemment une formation instrumentale qui est bien moins connue que le quatuor ou le trio à piano ou le trio à cordes. En fait, ça part du répertoire vraiment de cette sonate de Debussy qu'on a voulu travailler quand on était au conservatoire, qu'on nous a proposé de travailler. Au conservatoire de Lyon, alors? De Lyon, ouais, voilà, au CNSM à Lyon. Et en fait, cet alliage des instruments qui sont trois instruments de familles différentes, ça nourrit un grand intérêt d'un instrumentiste pour l'autre. Et les jeux de chacun, du coup, peuvent enrichir son jeu personnel sur son propre instrument. Et du coup, ça donne envie de continuer à explorer cette formation-là et de chercher plus de répertoire à jouer. Alors, cette interview, elle est réalisée à l'occasion d'un disque parution d'un disque absolument magnifique, consacré bien sûr à cette sonate de Debussy, à un trio élégiaque d'Arnold Bax, un terzettino de Théodore Dubois et un trio de Leo Smith, on va en parler, et enfin un trio de Toru Takemitsu. On va peut-être commencer par Takemitsu, parce que en fait, le commencer par la France et terminer par le Japon, quand on connaît à la fois l'admiration de Debussy pour tout l'univers japonais et l'admiration de Takemitsu pour l'univers français et particulièrement Debussy, c'est un beau chemin qu'on parcourt en votre compagnie. Et oui, surtout que dans la pièce de Takemitsu, qui, on le rappelle, a longuement vécu en France, il y a une citation de la sonate de Claude Debussy, et on trouvait que c'était un cycle assez intéressant de commencer le disque par la sonate de Debussy, qui est quand même effectivement, comme vous le disiez, l'œuvre emblématique, et de terminer par l'œuvre de Takemitsu avec cette fameuse citation. On trouvait que ça clôturait le cycle des œuvres que nous avons enregistrées sur ce disque. Alors, cette œuvre de Debussy, cette sonate, c'est un peu la base de votre formation. Et pourtant, ce n'est pas le premier trio qui a été composé pour cette formation. C'est l'œuvre de Théodore Dubois, qui lui est antérieure un petit peu, ce terzettino, qui est une œuvre absolument magnifique. Exactement, qui est donc, on peut le rappeler, c'est une mélodie à la flûte et à l'alto, avec un bel accompagnement de harpe. Et donc, effectivement, 11 ans avant la parution de la sonate de Debussy, on a eu ce terzettino de Théodore Dubois. Oui, alors ce pauvre Théodore Dubois, il trimballe une réputation difficile avec ce fameux prix de Rome que Ravel n'avait pas eu. Et on dit des intrigues au conservatoire, parce dont il était alors le directeur. Mais en fait, c'est un compositeur qu'on redécouvre et qui écrit de la très belle musique. C'est son unique œuvre pour cette formation, à Théodore Dubois, ou vous en avez découvert d'autres? Non, c'est l'unique. C'est l'unique, surtout que c'est vraiment l'unique œuvre, en tout cas, que nous connaissons, écrit pour notre formation. Parce qu'on dit toujours que c'est Claude Debussy qui est à l'origine de la formation flûte alto et harpe. Et c'est aussi un beau clin d'œil de découvrir ce terzettino qui est bien antérieur finalement. Mais c'est la seule œuvre qu'il faut rendre à César. Ouais. C'est pas vraiment Debussy qui a initié bon, ce sont deux parties qui sont de styles radicalement différents, mais effectivement, en 1905, on avait déjà cette œuvre de Dubois et qu'on est vraiment ravis d'avoir un peu remise en avant, parce que c'est de la très belle musique dans l'héritage dans Gabriel Fauré, par exemple. Oui, avec un très beau thème. C'est cohérent avec une esthétique de musique française début du premier quart du XXe siècle.
Alors, cette sonate de Debussy, on le disait au début de cet entretien, c'est sa deuxième sonate. Il en a malheureusement laissé uniquement trois en raison de sa maladie, puisque c'est une sonate qu'il a composée en 1915. Il y a eu la sonate pour violoncelle et piano, la sonate pour violon et piano, et cette fameuse sonate pour flûte, alto et harpe. On sait pour quelles circonstances il avait choisi cette formation, Debussy? Ou alors ça reste mystérieux? Il avait hésité à remplacer l'alto par le hautbois, en fait, pour tout avouer. Dans quelles circonstances il a choisi cet instrument Je voulais pas vous donner une colle par cette question. Non, on imagine, enfin en tout cas dans ce qu'on en comprend nous, c'est quand même une pièce qu'on joue depuis plusieurs années, qu'on a vraiment, on connaît bien les contours maintenant, on a vu le manuscrit, on a tout étudié. Et on a vraiment pensé que c'est vraiment pour les timbres qu'il avait choisi ces instruments-là et pour les mélanges que cela pouvait occasionner, à la fois les contrastes et à la fois l'homogénéité qu'on peut obtenir en mélangeant par exemple le son d'une flûte et d'une corde d'alto, ou alors un pitch de corde d'alto et un son de corde de harpe. Alors, ça ouvre beaucoup de portes à un compositeur. C'est vrai, on peut vraiment imaginer que c'est la base de son choix. Chacune d'ailleurs, vous consacrez pas exclusivement votre temps à ce trio, puisque chacune vous appartenez à des formations, des orchestres, des formations contemporaines ou baroques. Comment vous arrivez à conjuguer tout ça avec votre activité au sein de ce trio, puisqu'en plus vous n'habitez pas dans les mêmes villes chacune? Alors nous sommes nos propres agents. Oui. Et nous avons une grande capacité d'organisation. Donc en fait, on s'adapte vraiment au cas par cas, au planning de l'une et de l'autre pour se voir en session de travail. Donc quand on se voit, on essaie de se voir au moins 3-4 jours à chaque fois pour faire un travail intensif. Et c'est vraiment une formule qui nous convient particulièrement. On est assez efficace comme ça. Et après, on a des voitures et... Surtout pour la harpe. Voilà. Et alors, donc, ce disque s'ouvre par cette sonate pour flûte, alto et harpe de Debussy, qui est un immense chef-d'œuvre, qui est une musique, bon, à part le troisième mouvement, qui lui est très entraînant, c'est une musique d'un univers qui n'est pas immédiatement accessible pour l'auditeur. Enfin, peut-être que je m'égare, mais c'est quand même une musique qui tient sur un fil pour l'auditeur et dans laquelle on pénètre avec de plus en plus de bonheur, peut-être comme dans Péléas et Mélisande. Mais pour vous, interprète, c'est une musique très difficile à monter, j'imagine, cette sonate de Debussy. C'est une musique extrêmement délicate parce que ça doit être joué finement. À la fois, ça peut être joué, comme vous parliez du troisième mouvement, qui comporte quand même une certaine violence, parce que bon, on sait très bien qu'en 1916, on était au milieu de la Première Guerre mondiale. Il y a ça aussi dans cette musique, mais il y a, on parle souvent d'impressionnisme, si on veut faire un lien avec la peinture, par exemple. Et donc, on imagine toutes ces couleurs qu'on doit reproduire avec des instruments qui sont très fines, très transparentes. Et c'est beaucoup plus compliqué de jouer très finement ensemble que de jouer fort et vite. Oui, bien sûr. Donc, voilà, ça demande beaucoup de travail parce que ça reste très délicat. Et au niveau de l'écriture et des tempi, est-ce que c'est très très précisément écrit, comme toute la musique pour piano de Debussy, où il laisse une liberté aux interprètes? Alors, c'est assez précis quand même. On a pas mal d'indications, pas non plus sur chaque mesure, mais on sait en tout cas où il veut aller. Après, effectivement, on a quand même une grande part de liberté. Et puis nous-mêmes, on la joue plus comme on l'a joué il y a 5 ans ou il y a 3 ans. On se remet en question, on remet en question le texte, presque à chaque session en fait qu'on refait. On évite de tomber dans des habitudes d'interprétation finalement. Ouais, puis on n'hésite pas à écouter aussi, à écouter d'autres versions, à se nourrir d'autres choses. Oui, alors vous parlez d'autres versions. Il y avait cette célèbre version dans les années 60 avec les sonates de Debussy, avec Liliaskin, Rampal, et je me souviens plus de qui était à l'alto. Mais il n'y a pas énormément c'est pas tellement foisonnant. Il y a le Nash Ensemble, c'est Ensemble anglais qui l'avait enregistré, mais c'est pas foisonnant le nombre d'interprétations de cette sonate de Debussy. On trouve souvent cette sonate sur un disque avec d'autres œuvres pour d'autres formations. Enfin, oui, c'est vrai que la discographie est un petit peu éparpillée. Ouais. En fait, c'est plus délicat de trouver la sonate parce qu'effectivement, comme vous le disiez, il n'y a pas de disque alloué à la formation flûte, alto et harpe.
Après, il y a quand même quelques versions, que ce soit sur Internet, sur YouTube, pour Oui. citer la plateforme. Après, on a une version de Philippe Bernold sur un disque hommage à la musique française, pardon. Philippe Bernold qui a été un des maîtres de Alice Szymanski, Oui, si je ne m'égare pas. N'est-ce pas? Oui, Donc, exactement. Il était mon professeur au conservatoire pendant 4 ans. Et Bart Kuijken aussi, avec des instruments un peu plus d'époque, a fait sa version. oui. Donc il y a un flûtiste baroque. Et après on a des versions aussi de musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, par exemple. Je sais qu'il y a une version qui a été jouée aussi sur une flûte flotte, qui a été également prêtée par Bernard Duplé, qui a prêté la flûte que je joue. Oui. Donc on finit en fouillant un petit peu par trouver quand même quelques versions assez intéressantes. Bon, enfin, on va revenir à la vôtre avec vous, donc Alice Szymanski. Alors, vous jouez une flûte Louis Lotte de 1881. Estelle Gorinchas joue un alto Thomas James Holder de 1922 avec des cordes en boyau, et Johanna Holman une harpe Erard de 1962. Donc des instruments qui sont quand même très liés, bien sûr, à l'époque des œuvres, parce que hormis Takemitsu, les œuvres que vous interprétez sur ce disque sont contemporaines. Enfin, la sonate de Debussy, c'est 1915-1916. Même chose pour Arnold Bax. Théodore Dubois, c'est antérieur d'une dizaine d'années. Leo Smith, c'est les années 20, 1926. Donc c'est quand même une ambiance qui a trait à une même époque, c'est toutes ces œuvres. Et c'est quoi? C'est on parlait de Théodore Dubois dont l'œuvre est antérieure à celle de Debussy, mais Arnold Bax ou Leo Smith, c'était aussi pour rendre hommage à Debussy, ou ils ont écrit sans vraiment connaître cette sonate? Alors déjà pour Bax, ça a été écrit donc la même année. Oui. Ah oui, donc il ne la connaissait pas encore. Ouais, c'est très peu probable. Il était en Irlande à ce moment-là, en pleine guerre, avec les moyens de communication de l'époque. C'est très peu probable qu'il ait été au courant en fait du projet de Debussy et vice versa. Donc c'est peut-être juste une très belle coïncidence. Mais c'est très intéressant du coup de voir la différence esthétique entre les deux et même la manière de travailler chaque instrument, alors que ça a été composé la même année. Oui, c'est un... Voilà. Alors, vous Estelle Gorinchas, vous avez choisi de jouer un alto avec des cordes en boyau. Donc pour vous mettre... Mais quand même, vous êtes dans une époque où les cordes en boyau... là aussi, j'espère que je ne vais pas m'aventurer sur un terrain trop glissant, mais enfin, vous auriez pu jouer sur un alto avec des cordes qui ne soient pas en boyau Oui, bien sûr, j'aurais pu. Alors, il y a la problématique des cordes. Il y a aussi, on pourra en parler, le diapason qu'on a choisi pour cet enregistrement. Donc moi, j'ai choisi les cordes en boyau. On a fait de multiples essais parce qu'on a choisi ces instruments spéciaux, non pas parce qu'ils étaient de telle ou telle année, mais vraiment parce qu'on les a essayés et qu'on a aimé ces couleurs-là et qu'on a voulu s'exprimer avec ces moyens-là. Et du coup, le boyau, il permet de rendre des sonorités que je ne pourrais pas obtenir, par exemple, dans les sons qui sont ponticello, joués sur le chevalet. On obtient des choses avec du boyau qui sont assez... qui sont sifflantes et qui sont très, très intéressantes, très typées. Oui, c'est vrai qu'on parlait du troisième mouvement, excusez-moi de vous interrompre, de Debussy, mais c'est vrai que la violence de ce mouvement, elle ressort encore plus de cette manière, enfin pour l'auditeur. Oui, on peut obtenir des choses beaucoup plus crues, grinçantes. On peut faire des couleurs qui peuvent être très chaleureuses ou bien très crues, très, très blanches et très tranchées. Donc c'est ce que vous cherchiez pour cet enregistrement. On parle de cette formation, on va encore parler des œuvres que vous interprétez sur ce disque paru pour le label Parati, mais il y a un riche répertoire, ou alors vous allez vers la transcription. Vous me disiez hors micro que vous allez jouer un trio de Mel Bonis qui est une transcription. Mais il y a un répertoire original très étendu pour votre formation flûte, alto et harpe. Alors étendu, je ne suis pas sûre qu'on puisse utiliser ce terme, mais on a en fait quand même du répertoire qui n'est pas forcément connu. On a d'autres pièces qui ne figurent pas sur le CD ou qui sont très peu jouées, mais il y en a eu quelques-unes quand même. Et puis faut chercher en fait, faut creuser, faut voir, mais il y en a quand même au fur et à mesure après celle de Debussy.
il y a eu une salve de création dans les années 60-70 aussi, à l'initiative d'un trio au sein de l'Orchestre de Paris, Oui. et au Fit Alto et Harp, qui a passé des commandes. Donc c'est pareil, il faut se procurer le matériel. Ce sont des œuvres qui sont pas très connues, mais justement, c'est De compositeurs français. inspiré, oui, notamment, oui. Et c'était qui? C'était Michel Debost à l'époque, puisqu'on parle de l'Orchestre de Paris. Vous vous souvenez pas de qui était le flûtiste solo? Ben, il y avait Francis Pierre, c'était le harpiste. Ah oui, d'accord. C'était... Non, mais là non plus, j'ai pas voulu vous poser une colle, mais je parle alors- en tant que vieil auditeur de l'Orchestre de Paris, mais on va pas se lancer là-dedans. Non plus, on va revenir à votre disque, parce que quand j'ai reçu votre disque, ce qui m'a frappé, c'est la formation, bien sûr. L'idée d'écouter cette musique avec cette célèbre sonate de Debussy et des œuvres beaucoup moins connues. Et ce qui m'a frappé, c'est que vous interprétez un trio pour flûte, alto et harpe de Leo Smit, qui est un compositeur hollandais qui est mort en déportation, juif mort en déportation en 1943, déporté à Sobibor, et qui a laissé un bel héritage musical, et qui s'est attaqué à des formes... il a composé notamment un concertino pour piano et vent comme Stravinsky. Il s'est attaqué à des formes qui avaient déjà été usitées par des grands maîtres. Et là, il n'a pas hésité à reprendre la forme de Debussy d'une manière totalement différente. Enfin, son trio n'a rien à voir. Et c'est aussi de la très très belle musique. Ah oui. Et comment vous avez eu l'idée d'interpréter ce trio? Il fait partie vraiment du répertoire de votre trio? Alors maintenant, oui, c'est d'ailleurs une des pièces qu'on joue par cœur en concert. Donc on a bien repassé. Et en fait, comment on y est arrivé? C'était en pleine recherche justement de répertoire. On regardait un petit peu, donc avec l'aide d'Internet évidemment et d'enregistrement. Et Estelle et moi, on a beaucoup apprécié le style musical de suite. Oui. Et Alice a mis un peu plus de temps à rentrer dedans, mais c'est intéressant du coup de travailler cette pièce-là au début dans ces conditions où on ne sait pas trop en fait à quel point on va l'apprécier ou pas, à quel point on va réussir à se l'approprier et puis à pouvoir la jouer d'une façon à l'aise. C'est de la musique. C'est vrai que c'est quand même une œuvre qui est assez difficile. Moi, j'ai eu du mal à comprendre la direction musicale et maintenant, c'est une pièce que j'aime énormément. Mais c'est vrai que j'ai eu un peu plus de mal à la comprendre. Je la trouvais difficile, enfin, je la trouvais dure, en fait, dans l'écoute et musicalement parlant, je la trouvais assez aride. Enfin, elle commence de manière aride et puis elle se termine de manière beaucoup plus accessible. C'est ça. Cette œuvre de Leo Smit. On l'a choisi dans le cadre de notre disque aussi parce qu'il y a un lien avec la France. Leo Smit, il est venu en France à partir de 1927, si je me souviens bien. Oui, tout à fait. Donc voilà, on s'est dit qu'il y avait aussi... il était influencé par ce qui s'est passé. Il était ami avec Darius Milhaud, qui évidemment avait joué lui-même à l'alto à la musique de Debussy. Donc bon, il y avait un lien aussi, une thématique qui nous a un petit peu attiré vers cette œuvre aussi par rapport à notre projet de disque. Et puis Leo Smit, je crois qu'il y avait une grande harpiste, Rosa Spear, qui enseignait à sa sœur. Et il adorait la flûte, semble-t-il, Leo Smit, parce qu'il a pas mal composé pour la harpe et pour la flûte par ailleurs. Et en tout cas, c'est vraiment une œuvre magnifique. Et puis c'est émouvant de remettre à l'honneur ce compositeur tragiquement disparu à l'âge de 43 ans. Alors on va revenir à des choses moins douloureuses. Il y a ce trio de Arnold Bax. Alors lui aussi, on peut pas dire que ce soit le compositeur qui soit le plus interprété sur les scènes françaises. Et c'est de la très belle musique aussi. Très belle musique aussi. Il est beaucoup plus connu outre-Manche. Oui, il fait partie de ces compositeurs anglais qui sont beaucoup joués là-bas et qui on ne joue pas ici. Ça aussi, c'était une œuvre... de toute façon, quand on dit ça fait partie de votre répertoire, vous avez une formation que vous adorez, et puis après, vous allez à la chasse au répertoire, j'imagine. Oui. Et vous êtes tombé sur ce trio. C'est ça. Alors, c'était quand même... quand c'est du flûte alto et harpe, ça revient un peu plus souvent que... nous, on le connaissait déjà même de nom, pour le coup, le trio d'Arnold de Bax. Oui. Là, c'était dans la logique, en fait, de continuer le travail après Debussy, de passer à Bax. En fait, c'est une œuvre qu'on avait jouée, Estelle et moi, au CNFM, et qu'on avait mise de côté assez longuement quand même, et qu'on a décidé de ressortir et de retravailler avec Johanna.
Et du coup, c'est assez intéressant parce que c'est une œuvre on avait travaillé au sein du conservatoire, et de pouvoir la rejouer plusieurs années après, et de la redécouvrir, c'est assez agréable de regoûter à cette musique en fait avec quelques années de recul. Et comment vous avez choisi l'ordre des morceaux, des œuvres? Parce qu'à la limite, on peut penser que c'est chronologique, mais en fait, comme ça aurait dû commencer par Dubois, si on avait fait chronologiquement, mais en fait, il fallait que ça s'ouvre par Debussy absolument, qui est quand même la pierre principale de ce répertoire, ou alors vous vous êtes beaucoup interrogé sur l'ordre des œuvres? Alors, on s'est évidemment beaucoup interrogé. On a essayé plusieurs manière aussi avec l'enregistrement, en mettant les pistes l'une après l'autre pour voir si la fin de tel morceau convient bien avec le début du suivant, etc. Donc ça a été quand même une bonne question. Oui. Et on est resté là-dessus. Déjà, on voulait faire le miroir en fait entre Debussy et Takemitsu, donc début et fin. Et l'ordre du milieu, donc pour Bach, Dubois et Smith, ça a été vraiment à l'écoute. En fait, une pièce courte au milieu, donc celle de Dubois. La pièce de Smith qui peut être assez violente, mais la fin, comme vous le disiez, qui se détend et qui amène en fait ce début, ce solo de harpe au début du Takemitsu. Enfin voilà, ça a été. On est resté là-dessus, et puis même pour Debussy, Bach, c'était intéressant de les mettre l'un après l'autre, même d'un point de vue chronologique. On parlait du répertoire qu'avaient suscité ces membres de l'Orchestre de Paris. Et vous suscitez un répertoire pour cette formation? Il y a des compositeurs que vous avez contactés ou qui vous ont contacté pour composer des œuvres nouvelles pour ce répertoire, ou pas encore? C'est un projet. Quand on a commencé à travailler en trio, effectivement, on a monté plusieurs pièces de musique contemporaine, en vol d'écaille d'Alain Louvier, ou une formate de Arena de Martin Matalon, et avec lesquels on a travaillé d'ailleurs. Et effectivement, c'est un projet qu'on a de travailler avec les compositeurs actuels. Donc on a un panel de pièces à travailler là dans notre besace. Oui. On a du Goubaïdoulina qui est en attente, Donatoni, Sahariao De Vienne. Bernard de Vienne. Oui. Et non pas François de Vienne, qui n'est pas de la même époque. Oui. Et effectivement, on a pas mal de connaissances de compositeurs, mais ça fait partie des projets futurs. Et alors, comment ça se passe le travail? Parce que, encore une fois, vous vous réunissez pour des sessions de 3-4 jours avec du travail intense, mais vous travaillez de manière séparée. Comment vous choisissez une œuvre? Enfin, je ne parle pas de Debussy ou d'autres œuvres qui maintenant sont dans votre répertoire, comme le Leo Smith, comme vous le disiez. Mais quand vous abordez une nouvelle œuvre, vous la travaillez chacune de votre côté, et puis vous vous réunissez après, ou alors vous déchiffrez ensemble? Comment ça se passe? Alors, on déchiffre rarement ensemble parce que, tout simplement, il y a une artiste dans le trio. Oui. Donc, ce qu'on fait, c'est que voilà, quand l'une d'entre nous a une idée, on se concerte, on l'écoute s'il y a enregistrement, ou alors on regarde la partition. Après, on peut commencer à déchiffrer un peu chacun chez soi déjà. Et après, on fait un petit travail préliminaire pour pouvoir se voir avec et commencer à déchiffrer, on va dire, à voir ce que donne la musique. Mais après, ça nous est jamais arrivé en fait de dire non, enfin de faire autre chose. Ouais. Mais par exemple, la pièce de Leo Smith, on l'a travaillée en résidence à Toulouse. Oui. Et c'est vrai qu'on a vraiment pris le temps, pas à pas, de monter la pièce. Donc, de la monter vraiment ensemble, toutes les trois ensemble. Donc, on ne maîtrisait pas complètement chacune nos parties séparées. Sauf pour Johanna qui a besoin d'un gros travail préliminaire. Alors pour l'anecdote, la pièce de Leo Smith, c'est l'une des pièces pour l'instant dans ma petite carrière de harpiste qui a été la plus dure pour moi effectivement. Ah oui. Ça m'a demandé 2 mois de travail personnel avant de pouvoir juste commencer à répéter en trio. Ah oui, d'accord. Pourquoi elle est écrite d'une manière très compliquée pour la harpiste? Ouais, tout est très compliqué en fait, les écarts, les pédales. Si vous voulez des petits chiffres, j'ai 607 pédales sur toute la pièce du trio de Leo Smith. Ah oui. Et puis un petit problématique très cartésien, mais par exemple, sur les 21 pages de conducteur, je ne peux m'en tourner que 4. Oui. Donc c'est bête comme problématique, mais c'est vrai que c'est du travail je suis obligée de travailler un petit peu en amont ce genre de problématique très artistique.
Oui, mais alors, il est vrai quand même qu'il y a beaucoup de répertoire de la harpe qui a été composé par de grands harpistes. Et tout un pan du répertoire. Peut-être que c'était une écriture qui était peut-être pas plus facile à interpréter, mais qui était peut-être mieux écrite pour la harpe. Vous êtes peut-être habitué à interpréter un répertoire. Voilà, on pense à Henriette Régnier ou à d'autres compositeurs grands harpistes. Non, et dès lors qu'on passe à un compositeur qui a moins l'habitude, peut-être qu'il vous complique la tâche, non? Bah, alors en fait, non, parce que c'est très très bien écrit pour la harpe, mais à un point. Enfin, tout est possible, hein. Oui. Rien n'est impossible, mais c'est extrêmement. C'est beaucoup de travail et puis aussi l'harmonie, en fait, fait que ce sont des écarts, en tout cas à la harpe, des écarts qui ne sont pas habituels, dont on n'a pas forcément l'habitude. Donc, voilà, c'est un apprentissage qui a été différent, évidemment, des pièces d'Henriette Régnier ou Tournier ou Asselmans, enfin, toute cette clique d'artistes. Tous ces compositeurs dont le nom est tellement lié. Avec cette pièce, artistiquement, techniquement. Alors, votre disque, il se termine par cette œuvre de Toru Takemitsu, And Then I Knew That It Was My Wind, pardon, qui est un hommage au trio de Debussy. Alors, Takemitsu, c'est un immense compositeur qui est mort en 1996, dont le nom aussi est très attaché à la musique de film. On connaît ses musiques, notamment pour Kurosawa, Ran, ou cette musique merveilleuse pour le film La Femme des Sables. Enfin, il y en a tellement. C'est une musique qui est très très bien écrite pour vos trois instruments, ou là encore, c'est un exercice très difficile? Ouais, très bien écrit. Très très bien écrit. Après, c'est un compositeur qui affectionnait particulièrement la flûte. Oui. Donc on a beaucoup d'œuvres pour flûte seule ou en duo avec guitare également. Donc c'est vraiment... il connaît très très bien l'instrument, mais l'équilibre des trois instruments, la recherche des couleurs, de textures sonores, ne serait-ce qu'entre la flûte et l'alto, c'est extrêmement fin, extrêmement bien écrit. C'est très très précis, c'est-à-dire que dans la partition, on a une note qui comporte une hauteur, un rythme. Souvent, l'alto, il me dit à quelle distance du chevalet je dois jouer, vers la touche, en normal, soit sur le chevalet, à quelle pression d'archet je dois jouer, donc soit avec une pression légère, soit vraiment dans la corde. Enfin, il y a énormément d'indications qui font qu'au début, on intellectualise un petit peu la chose, on essaye de bien respecter la feuille de route, et au final, on trouve son expressivité à travers tous ces éléments, en jouant, et puis en ouvrant ses oreilles pour voir quelles sont les couleurs qui le rendent le mieux. Alors, Alice Chimansky, Estelle Gorinchas et Johanna Holman, on écoute ce disque paru pour la label Parati. Et puis, on a un regret, c'est de ne pas vous voir jouer, parce que au risque de tomber dans un cliché, mais tant pis, vous jouez trois instruments qui, à voir en plus en concert, enfin, il y a une esthétique particulière. Je ne sais pas, flûte, alto et harpe. Je trouve que pour le public, il y a quelque chose d'assez magique. Enfin, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. mais je pense quand même qu'il y a quelque chose déjà qui s'impose pour le public visuellement dans vos trois instruments qui sont si différents. C'est vrai que la harpe, déjà, c'est vraiment un instrument magnifique, imposant, doré, tout ce qu'on veut, et que esthétiquement, oui, effectivement, c'est beau. Qui plaît assez au public. Oui, le public a toujours énormément de qui intrigue et à la fin de chaque concert, il y a toujours une dizaine de personnes autour de la harpe et de la harpiste d'ailleurs, Oui. Parce qu'ils ont plein de questions. C'est très très intriguant. En tout cas, en attendant de vous voir sur scène, et puis notamment cet été, vous jouerez des œuvres de ce disque et puis des œuvres de Mel Bonis. D'ailleurs, vous vous dites hors micro Mélanie Bonis, vous lui réattribuez son prénom qu'elle avait abandonné pour faire croire qu'elle était un compositeur et non une compositrice. Donc vous la renommez Mélanie. Oui, bien sûr, il faut... c'est son prénom. Ouais. Oui, oui, non, mais ça, je ne lui conteste pas. Elle-même avait choisi Mel comme... Et donc, vous jouez un trio qui est une transcription d'une œuvre initialement écrite pour piano, flûte et quel est l'instrument Les corps. Voilà, et donc vous remplacez. De la forêt. Et donc, c'est une œuvre transcrite pour flûte, alto et harpe. On a hâte de l'écouter, on attend une suite à ce Debussy couleur originale. En plus, disque qui est le vôtre, qui porte un beau titre, puisqu'effectivement, vous avez recherché la couleur originale par l'instrumentation.
Et on cherche des disques récents où l'instrumentation correspond vraiment à l'époque, comme vous l'avez fait avec vos instruments. Ce sont des instruments qui sont plus difficiles à jouer que les instruments que vous jouez habituellement, ceux que vous avez choisis pour ce disque? Alors, on a chacune des problématiques différentes. Évidemment, à la harpe, il n'y a pas tellement de différence. Les écarts sont parfois un petit peu différents, notamment dans l'extrême aigu. Il faut s'habituer au son, etc. Mais le jeu reste le même. J'ai pas eu à adapter plus que ça ma technique pour pouvoir en jouer. Et pour la flûte, en fait, la flûte est très volubile, très souple, assez brillante. Donc on peut imaginer que, étant donné que c'est un instrument plus ancien, elle serait plus difficile à jouer. Alors elle peut être un peu plus fragile au niveau de la mécanique, mais c'est des instruments qui sont extrêmement bien conservés. Et c'est d'une facilité déconcertante pour moi parfois, même par rapport à ma flûte moderne qui est quand même d'un très bon instrument. Oui. Jouer sur la Louis Lotte qui a appartenu à Johannes Donjon, d'ailleurs, c'est un grand plaisir. C'est très facile. Bon, et vous, Estelle, l'alto, on en a parlé, de ces cordes en boyau. Moi, c'était un peu entre deux parce que c'est mon instrument, donc j'avais quand même beaucoup de repères, mais par contre, c'est pas du tout le montage de cordes que je joue habituellement. Oui. Donc voilà, pour moi, ça a rajouté une difficulté, vraiment, honnêtement. Et après, donc, on a enregistré ce disque au diapason, là, à 435 Hz. Donc ça, c'est aussi une chose qu'il faut gérer quand on joue, évidemment, à l'orchestre ou dans la vie de tous les jours avec un diapason plus haut. Et tout d'un coup, il faut s'adapter à cette couleur-là. Et puis, même au niveau des cordes, là, elles sont un tout petit peu moins tendues et ça change aussi la prise de son. Et voilà, c'était une adaptation pour moi à mi-chemin entre mon repère habituel, parce que c'est mon instrument, et puis quelque chose de complètement différent au niveau du montage. En tout cas, le résultat est absolument merveilleux. Donc, je rappelle ce disque de votre trio Zerlin, Debussy, Bax, Dubois, Smith et Takemitsu. Debussy, couleur originale, paru pour le label Parati. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mes invités. Pour illustrer cet entretien avec les 3 membres du trio Zerlin, je vous propose de les écouter interpréter le trio pour flûte, alto et harpe de Leo Smith, ce compositeur juif hollandais tragiquement disparu en 1943 à Sobibor, suivi d'une œuvre de Théodore Dubois, Terzettino, et on terminera par le final de la sonate pour flûte, alto et harpe de Claude Debussy. Merci pour votre écoute, bonne fin de soirée sur RCJ.